Je sais pas, peut-être qu'on peut Hi commencer avec les Alina. présentations. Mhm. On peut peut-être commencer avec la présentation pour qu'on ait le temps d'échanger avec Mélanie qui doit partir à 22 heures heure française, donc 18 heures heure argentine et Rio. Donc, ben, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et merci de vous être connectés, nombreux, nombreuses. Donc, cette rencontre, elle a été organisée par nos deux collectifs, donc Solidaires en Argentine et Trait d'Union au Brésil, conjointement, et en particulier par les deux groupes qui se consacrent aux questions de genre et de féminisme, donc Collectif au Brésil et Solifem en Argentine. Donc, moi, je suis Pauline, je fais partie de Solifem et donc du collectif solidaire. Donc, on a un groupe de Français, Françaises, francophones, résidant en Argentine, dans différents endroits de l'Argentine. Et notre objectif, donc, c'est de générer des espaces de rencontres et de mobilisation pour les Français, les Français francophones qui vivent ici. Euh, Par rapport à différents sujets qui nous intéressent, donc en particulier les sujets féministes, écologiques, artistiques, etc. Et puis depuis 2021, on a présenté une liste aux élections consulaires et donc on a un mandat de conseiller des Français de l'étranger que nous exerçons de manière collective et rotative. Voilà, donc on représente la communauté française auprès des institutions consulaires ici en Argentine. Voilà un peu pour la présentation du collectif. Si Ève, tu veux parler du collectif brésilien. Donc, moi, je suis Eve et je fais partie des collectifs qui émanent du collectif Trait d'Union. Euh, je vais pas répéter ce que Pauline a dit parce qu'on est dans la même lignée, hein. Et on en est à notre deuxième mandat consulaire. Notre représentante Mélanie est ici aujourd'hui avec Tulio qui n'est pas là. Et sur la région de Rio, Minas, Espírito Santo. Et il y a eu cette année aussi une élection à São Paulo dans la troisième circonscription du Brésil, où le mandat Trait d'Union a été élu aussi également. Donc voilà. Pauline, je te laisse un Voilà. peu continuer. Voilà pour nos présentations de nos deux collectifs. Donc, on a déjà un peu commencé à faire connaissance avec certains et certaines d'entre vous en attendant. Si les autres, enfin voilà, mais si vous voulez, alors oui, il y a un lien YouTube, mais je crois que la vidéo sera mise en ligne ensuite. Donc après, voilà, si les autres personnes vous souhaitez vous présenter dans le chat, voilà, allez-y, nous dire d'où vous venez, votre prénom et ce que vous souhaitez partager. Donc cette rencontre, on l'a pensée, donc les deux collectifs, dans le cadre et à l'approche de la journée du 8 mars, donc de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et ça nous a particulièrement intéressé, évidemment, ce sujet du droit à l'avortement, parce que c'est un sujet qui, évidemment, est toujours d'actualité, qui est un droit, évidemment, fondamental pour les femmes, mais qui, d'autant plus en ce moment, est particulièrement d'actualité, notamment en France, avec le projet de constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et en tant que collectif de Français et Françaises de l'étranger, ça nous a semblé intéressant d'inviter largement à échanger avec Mélanie Vogel, donc qui est sénatrice des Français de l'étranger et qui est particulièrement engagée sur ces sujets. Donc, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté notre invitation et d'être là ce soir. Voilà, je ne sais pas si je crois rien oublier. Je ne sais pas Je si vais Ève, tu faire veux nous... juste un petit rappel des règles pour la rencontre avant de passer la parole à Mélanie pour qu'elle se présente. Donc, juste n'oubliez pas d'éteindre les micros, hein, pendant la rencontre. Il y a eu la question du YouTube. Effectivement, il va être retransmis par la suite, hein. On fera passer le lien sur les réseaux sociaux et puis aux personnes qui sont inscrites par email. Et voilà, que tout le monde soit bien au fait que en cas de propos discriminatoires, que ce soit raciste, machiste, etc., la personne sera évacuée gentiment du Zoom, hein. Il n'y aura pas de deuxième rappel. D'accord? Donc voilà, il y a Marie qui est derrière au niveau de la technique. Il y a aussi Béatrice et Tamara qui vont participer par la suite pour une présentation plus spécifique de nos deux pays. Et je vais laisser maintenant la parole à Mélanie pour qu'elle se présente.
Ouais, merci beaucoup. Bonsoir, enfin bonjour tout le monde. Donc je suis Mélanie Vogel, je suis sénatrice écologiste des Françaises et des Français de l'étranger depuis pas si longtemps que ça. J'ai été élue il y a 1 an et demi sur une liste qui rassemblait très largement des personnes qui sont ici, mais voilà, qui rassemblait largement la gauche et les écologistes, et qui avait l'ambition de porter des propositions. Et ça fait partie des choses que j'essaye de faire dans mon mandat, à la fois comme la seule sénatrice ouvertement lesbienne au Sénat, mais aussi, vous savez qu'au Sénat, enfin, vous savez peut-être pas, mais on est très peu de femmes, très peu de jeunes, très peu de féministes. Et donc, de porter voilà, une voix un peu singulière, c'était en tout cas l'objectif derrière la volonté des écologistes de présenter ma candidature, parce qu'on se rendait compte que, y compris dans notre propre groupe, on n'était pas très, très divers. Mais aussi, et c'était l'ambition de la liste qu'on a présentée au sénatorial et de ce que j'essaie de faire au maximum dans mon mandat, d'essayer de porter pour les Français et les Françaises à l'étranger des sujets au Sénat qui sont évidemment les sujets qu'on traite habituellement, mais pas que, d'essayer de porter des sujets qui étaient peut-être pas euh, trop portés par d'autres. On se focalise souvent beaucoup, les élus des Français de l'étranger, en particulier au Sénat, sur des questions voilà, assez classiques qui sont très importantes, hein, l'éducation, la fiscalité, les retraites, etc. Mais voilà, on a essayé de réfléchir à quel autre type de sujets sont aussi importants à mobiliser, sur lesquels on peut agir comme parlementaire. Et donc, les sujets liés aux discriminations et en général au combat féministe et au combat pour les droits des personnes LGBTQIA+, en font largement partie. Donc, j'essaye toujours de faire ce lien, de porter ces combats-là en France, parce que bon, voilà, je suis parlementaire française, mais aussi de faire entendre la voix de nos compatriotes à l'étranger qui ont des choses à porter à la fois comme témoignage des pays où ça va très mal ou des pays où ça va très bien, mais aussi de faire des choses qui résonnent aussi à l'étranger, si possible. Et je crois que la question que vous voulez aborder aujourd'hui, qui est celle de l'introduction dans la Constitution française du droit à l'IVG, bah, ça fait partie de ces batailles qui ont vocation, en tout cas c'est l'idée dans laquelle je mène cette bataille, à avoir un impact bien au-delà des frontières nationales. Et merci beaucoup, Mélanie. Et donc, oui, effectivement, voilà, ce qui nous intéressait d'aborder, c'était aussi la constitutionnalisation et puis aussi l'accès pour les personnes qui vivent à l'étranger à l'avortement et le travail que tu fais dessus. Donc voilà, si tu veux, je te laisse la parole maintenant pour parler un peu de ces sujets, puis voilà, puis d'autres sujets, peut-être plus largement sur l'accès à l'avortement, la situation en France, hein. Voilà. Et Ouais. puis ensuite, on abordera, il y aura un temps de questions, et puis ensuite, on abordera un peu la situation, en particulier dans nos deux pays, l'Argentine et le Brésil. Mais voilà, je te laisse la parole. Ouais, ok, merci. Alors, je vais essayer de vous donner dans l'ordre toutes les informations utiles sur cette grande question, en tout cas sur ce qui se passe actuellement en France. On n'est pas isolé dans le monde, donc même si en France, aujourd'hui, disons, on a un état du droit qui est comparé à ce qui existe au niveau international, euh, pas si mal, dans le sens où, on peut avorter jusqu'à 14 semaines sans avoir d'autres conditions que le fait de ne pas souhaiter poursuivre sa grossesse. C'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Voilà, on n'est quand même pas isolé du monde et d'une lame de fond qui existe partout. On le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi en Pologne, on le voit en Hongrie, on le voit en Italie, on le voit en Suède. Une vague de ce qu'on appelle le backlash antiféministe, de régression de certains droits fondamentaux, y compris du droit à l'avortement, qui est, je crois, le droit le plus comment, primaire, basique qu'on a acquis, puisque c'est celui au fond
disposer de son corps, mais pas seulement de son corps, c'est celui de choisir sa vie au fond et d'être considéré. Au fond, reconnaître le droit à l'avortement, c'est simplement reconnaître que les sujets qui sont concernés par cette question sont des êtres humains et décident de leur propre vie. On n'est pas aujourd'hui dans une situation en France où il y a eu récemment des reculs sur la question du droit. Je reviendrai après sur la question de l'accès parce que tu as raison de pointer cette question. C'est au fond un sujet largement aussi important parce que c'est une chose d'avoir un droit, mais si dans la réalité des faits, on ne peut pas y accéder, ben c'est un peu moins utile. Mais en tout cas, du point de vue du droit, on n'est pas aujourd'hui en France dans une phase de régression. Au contraire, on a eu, il y a 6 mois, une avancée puisqu'on a étendu les délais légaux de 12 à 14 semaines. Et au fond, du point de vue du droit, depuis l'introduction de la loi Veil en 75, le droit a progressé. Les délais se sont étendus, on a enlevé la clause de détresse, on a créé le délit d'entrave à l'IVG, on a étendu les délais. Voilà. Du point de vue de l'accès, bon, on peut accéder à l'avortement en France. C'est pas la situation qu'on connaît en Italie, par exemple, où il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'avortement parce que la proportion de médecins qui ne pratiquent pas les avortements est tellement importante qu'en fait, ça devient un frein concret à l'accès. En France, on a un accès plus ou moins facile, selon qu'on vive dans un désert médical ou qu'on vive dans une grande ville, selon qu'on vive dans une zone où il y a des médecins qui le font facilement ou pas. On a un accès aussi plus ou moins facile du point de vue de l'expérience parce que voilà, ça peut être des expériences plus ou moins traumatisantes. Mais je dirais globalement, si on regarde l'état du monde, on a ce droit-là et il est accessible dans des situations, dans des conditions insatisfaisante, mais il demeure accessible. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, ben, ça ne veut pas dire que c'est cool, en France, tout va bien, on peut rentrer chez nous et puis faire autre chose. Au contraire, je pense que à la fois parce qu'on est dans un moment de recul global, qui est très clair et ça a été beaucoup reproché c'est un argument très utilisé par la droite en France. Oui, mais vous voulez importer des débats des États-Unis, on n'a pas à faire de la politique, on va pas changer notre constitution parce que les États-Unis font n'importe quoi et tout. Bon, c'est pas du tout qu'aux États-Unis, hein, c'est un mouvement global et qui s'inscrit en Europe dans une situation où on a, pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message qui m'a perturbée. Oui, c'est encore plus marquant en Europe dans une situation où on a globalement un processus où on voit de plus en plus, et dans plusieurs pays européens, la droite traditionnelle, démocrate, républicaine, comme on pourrait l'appeler en France, s'allier de plus en plus avec l'extrême droite pour contrer que ce soit la montée de la gauche, que ce soit la montée des écologistes ou que ce soit simplement le fait qu'ils perdent du terrain et qui s'allient donc avec des forces qui sont réactionnaires et profondément antiféministes. Et ça met en danger beaucoup de choses au niveau européen, y compris dans des pays où on considère que les droits sont plus ou moins protégés. Donc ça, c'est le contexte. Et donc moi, je me dis, quand je suis élue, on est dans une position où on a en France une majorité dans la société très forte sur l'attachement au droit à l'avortement. Quand vous regardez les études d'opinion, il y a 90% de la société française qui est attachée au droit à l'avortement et qui considère que ce serait une catastrophe si on y touchait. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui dépasse les clivages politiques, les clivages sociaux, les clivages géographiques. Enfin voilà, la société française est très attachée à ce droit et je pense que ça s'explique aussi par notre histoire vis-à-vis du détachement de l'Église, la manière dont ça a été fait en 75, où ça a été tout de suite retiré du code pénal
est traité comme un sujet de santé publique, alors que dans d'autres pays, ça a été fait petit à petit et donc ils sont encore coincés dans un espèce de limbo. C'est le cas en Belgique, là où je vis, où c'est légal, mais il y a toujours des conditions, mais c'est toujours dans le code pénal, machin, et en fait, ils n'arrivent pas à sortir de là parce qu'ils ont une espèce d'entre-deux depuis des décennies, alors qu'en France, on a tout de suite décriminalisé et traité ça comme un sujet de santé publique. Et donc, on a un consensus dans la société qui est très fort. Et donc, le discours que j'ai essayé de mener autour de cette affaire pour convaincre mes collègues de l'inscrire dans la Constitution, c'était de dire, bon, premièrement, en soi, on n'est jamais, parce qu'on est français, protégé des reculs. Ça n'existe pas. Et en particulier sur les sujets féministes, je crois que par nature, les droits des femmes et des minorités de genre sont toujours menacés. Et donc, on ne peut pas se prétendre immunisé contre des reculs parce qu'on serait la France au pays des Lumières ou je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'au moment où on a un consensus large, à la fois dans la société et dans les institutions, au Parlement, etc., pour le faire, puisque pour ancrer quelque chose dans la Constitution, eh bien, il faut une majorité plus forte que pour changer la loi. Et c'est précisément pour ça qu'on veut le faire, parce que si on inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution, on se protège du mieux qu'on peut. C'est pas une protection absolue et universelle, ça n'existe jamais, mais on se protège du mieux qu'on peut contre des reculs qui pourraient intervenir dans la loi, puisqu'aujourd'hui, il est protégé en France, le droit à l'avortement, par une simple loi, et donc il peut être défait par une simple loi. Et enfin, je pense vraiment que la matérialisation de ce combat et l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution française peut avoir des impacts qui ne vont pas s'arrêter aux frontières nationales, à la fois parce que ça envoie un message très fort au reste du monde, au moment où il y a tellement de pays où ce droit recule, qu'il y ait un pays où ce droit avance au point qu'on l'inscrive dans le texte le plus élevé, au sommet de notre hiérarchie des normes, la Constitution, pour en faire à la fois une protection concrète contre des reculs, mais aussi un symbole de dire ça fait partie du fondement de notre contrat social, c'est une des conditions de l'exercice égal de la citoyenneté, et donc on considère qu'on va le mettre dans le texte le plus important qu'on ait pour une société politique. Ça, c'est un message très fort, et je pense que à la fois ça donne de l'espoir, ça donne de la force à plein de mouvements féministes, et aussi ça peut, dans certains pays où on est en train, je pense à l'Allemagne par exemple, où les écologistes, par exemple, essayent depuis des années de faire retirer l'IVG du code pénal, parce que c'est toujours dans le code pénal, même si ce n'est pas criminalisé sous certaines conditions, mais ça reste, d'un point de vue juridique, ça reste un crime. Eh bien, ils n'arrivent pas à y accéder. Et le fait que la France passe cette étape, ça peut participer à montrer que, voilà, je veux dire, on en est là en France, maintenant, ça serait peut-être temps que dans notre pays, on avance sur tel et tel truc qui sont beaucoup plus urgents. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'histoire de cette affaire, c'est quoi? Donc, moi, je suis élue en octobre 2021. Et donc, je me mets à réfléchir à ça. Je sais bien qu'au Sénat, on est 12 écologistes. Et puis, même si on met toute la gauche ensemble, on n'est pas majoritaire. Voilà, c'est un fait, c'est terrible, voilà, mais on est minoritaire. La droite a une majorité absolue et c'est une droite très à droite, plus à droite que la droite de l'Assemblée nationale. La droite sénatoriale est vraiment... On a un lot de vrais réactionnaires, comme on n'en a pas partout en France. Je veux dire, ça reste un laboratoire, le Sénat, de ce qui est vraiment la droite restée dans un formol depuis très longtemps. Ce qui est sociologiquement intéressant, mais politiquement, c'est parfois un peu frustrant. Donc voilà. Et donc, je me dis, pour faire ça, en fait, on ne peut pas faire ça tout seul parce que de toute façon, on n'est pas majoritaire. Et donc, déjà, je construis Donc, moi, j'avais déposé un texte, mais qui allait assez loin, voilà. Mais je construis un texte commun
avec en fait tous les groupes, sauf la droite, toute l'opposition, y compris des personnes du centre droit, qui sont un groupe qui forme la majorité sénatoriale aussi, mais qui ne sont pas les Républicains. Et on se met d'accord sur un texte commun qui est, voilà, qui est pas mal et qui nous va à toutes et tous. Et donc, on fait une campagne interne. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de cafés qu'on a pris avec des gens de droite qui ne voulaient pas entendre de ça. Mais bref, à la fin, bon, on perd, mais à pas loin. On perd à 17 voix, ce qui au Sénat, en fait, ce qui pour le gouvernement à ce moment-là est vu en fait comme... Enfin, ils se disent, merde, en fait... bah, ils sont pas loin, quoi. 17 voix. En plus, ça venait d'une écologiste, féminazie, islamo-gauchiste, le pire que vous pouvez imaginer. Donc, bon, et quand même, ils étaient qu'à 17 voix, quoi. Donc, voilà. Mais bon, on perd quand même. Donc là, le gouvernement dit, bon, voilà, on verra plus tard. Et puis, c'est repris à l'Assemblée nationale par la France insoumise, dans leur niche parlementaire. Ils déposent le même texte que celui que j'avais déposé au Sénat, puis il évolue dans les discussions parlementaires et ils arrivent à un compromis qui est largement voté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une victoire géniale, parce qu'en plus, non seulement on gagne, mais en plus, on gagne avec une grande majorité. Et donc, voilà, c'est un signal très fort, mais le gouvernement veut toujours pas bouger parce qu'ils disent, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien, vous avez pas il n'y a pas la majorité au Sénat, donc ça sert à rien. Et donc l'enjeu, à ce moment-là, on réalise que voilà, il existe une majorité à l'Assemblée nationale, et pour que le gouvernement fasse un projet de loi, c'est-à-dire se saisisse de la question lui-même et propose un projet de loi, et ça j'aurais peut-être dû le dire au début, mais pourquoi on a besoin que ce soit le gouvernement qui propose un projet de loi et non pas simplement cette initiative parlementaire qui suive son cours, c'est qu'en fait, en France, pour changer la Constitution, il y a deux chemins. Soit une proposition de loi, donc qui vient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, soit un projet de loi qui vient du gouvernement. Et quand ça vient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, la seule issue pour pouvoir le ratifier, c'est le référendum. Moi, je ne veux pas d'un référendum où pendant 6 mois, on a une campagne référendaire où on donne 50% du temps de parole aux anti-IVG, en fait. On a déjà connu ça pendant la Manif pour tous. On sait ce que ça a donné en termes de structuration de ces mouvements dans la société française. Et je ne veux pas retrouver ça. Surtout que la majorité dans le pays est ultra claire. Le soutien ne cesse d'augmenter. Et qu'un référendum, ça coûte... je veux dire, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne a coûté 130 millions d'euros. Je pense que dans la séquence, là, on ne peut pas expliquer qu'on va jeter 130 millions d'euros par la fenêtre juste parce que le gouvernement n'avait pas envie de faire un projet de loi. Quand le gouvernement fait un projet de loi, il peut faire un référendum, et il peut aussi faire ce qu'on appelle une adoption par le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, on n'a pas besoin de référendum. Et donc, comme on ne veut pas de référendum, on a besoin que le gouvernement, à un moment donné, dise « Ok, maintenant, je prends votre truc et j'en fais un projet de loi. » Et donc, au moment où l'Assemblée nationale vote le truc, on réalise que la clé de tout ça, c'est au Sénat. En fait, il faut qu'au Sénat, il y ait un vote positif pour que le gouvernement bouge, parce que le gouvernement ne veut pas bouger. Au sein du gouvernement, il y en a qui sont très pour, il y en a qui sont très contre. Donc, ils ne veulent pas bouger s'ils ne sont pas sûrs que leur truc pourrait marcher. Donc, il faut qu'il y ait un vote positif au Sénat. Et donc, on remet le texte à l'ordre du jour au Sénat dans une autre niche parlementaire. Et là, on arrive à arracher un compromis, à faire un peu de l'aïkido avec la droite, qui propose un truc pas génial. Le texte, je vais être franche avec vous, on pourra peut-être rentrer dans les détails de la formulation. Le texte qu'on a voté au Sénat est un compromis qui n'est pas génial. Mais il a été proposé par un sénateur de droite qui voulait montrer que... il n'était pas contre et il pensait qu'on allait voter contre, et voilà, comme ça il voterait contre le texte, et puis comme ça le texte s'échouerait, puis il pourrait dire « Ah mais vous voyez, on avait fait une proposition ». Et là, moi j'ai rassemblé toutes les sénatrices qui étaient très mobilisées sur ce sujet, et toutes les assos, et on a décidé de soutenir cet amendement, en se disant, en fait, il faut qu'on montre qu'il existe une majorité. OK, la formulation exacte, c'est pas la même qu'à l'Assemblée, elle n'est pas top, c'est clair. Mais nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est un projet de loi du gouvernement. Donc, ce qui est important, c'est qu'on montre qu'il existe une majorité au Parlement
pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Et qu'après, c'est au gouvernement de faire son boulot et de nous proposer un texte qui puisse être adopté dans les deux chambres. Mais si on vote contre ce truc, on a un échec et du coup, après la mobilisation, c'est très compliqué. Donc, ça a été une décision stratégique aussi pas facile à prendre parce que ça voulait dire voter pour un truc pas idéal, quoi. C'était pas le texte qu'on voulait. Et ça a vraiment été en accord avec toutes les associations féministes engagées sur le sujet, qui vont du planning familial à la Fondation des femmes, à vraiment, toutes les associations féministes qui se sont mobilisées. On s'est dit, on prend cette victoire. De la même manière que la loi Veil en 75, c'était pas la loi que voulait la gauche. Il y a même une partie de la gauche qui, pendant un moment, ne voulait pas la voter parce que ça n'allait pas assez loin, etc. Mais à un moment donné, il faut, parfois, on est face à des choix, on fait avec la réalité qu'on a, on n'a pas la majorité absolue dans les deux chambres. Et je crois que c'était vraiment, je le regrette pas parce que le gouvernement est en train de bouger, parce qu'ils ont, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rester comme ça à dire « Ah, gna, 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 vous n'avez pas de majorité ». Donc, on a voté le 1er février ce texte au Sénat. Et je pense qu'on a eu raison parce que, au fond, ce qui compte dans ces grandes batailles-là, c'est le mouvement de fond dans la société. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je voudrais dire. Personne n'aurait pu faire ça, ni moi, ni aucune autre sénatrice, ni personne à l'Assemblée, s'il n'y avait pas dans la société des mouvements féministes très forts qui se sont mobilisés très fortement pour que ça arrive. C'est-à-dire que nous, on est le relais de cette force qui existe dans la société. Si elle n'existe pas, il ne se passe rien. Et c'est comme tous les combats féministes, moi je crois profondément qu'ils appartiennent à aucun parti. Et la droite est souvent en train de nous dire, parce qu'en France, la loi Veil, Simone Veil, elle était de droite, machin, ok. Bon, ils ont été 1 tiers à la voter, 2 tiers à pas la voter. Depuis, ils n'ont jamais rien voté en faveur du droit à l'IVG en France. Toutes les améliorations qu'il y a eu en France ont toujours été obtenues contre la droite. Mais bon, bref, ils aiment beaucoup dire que c'est quand même la droite qui a fait le droit à l'IVG parce que Simone Veil était de droite. Moi, je crois profondément que ça n'appartient à aucun parti. C'est les féministes qui font les combats féministes et les victoires féministes. Et ce qu'on a fait en France, on n'a pu le faire que parce qu'il y avait des féministes dans la rue, dans les associations, qui ont fait des campagnes qui nous dépassaient totalement. Et donc, je pense que le 8 mars, c'est dans pas longtemps, on a réussi à montrer que le gouvernement est coincé. Donc, je pense qu'ils vont faire une annonce, en tout cas, c'est les bruits que j'ai, des couloirs divers et variés. Et moi, je crois, en tout cas, c'est comme ça que j'ambitionne de passer les prochaines années. Je crois qu'on peut faire ça, en tout cas, que je veux faire ça avant la fin de mon mandat, que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Sur le coup, comme beaucoup de choses de ce type-là, et c'est pour ça que c'est pas toujours un combat facile à mener, parce qu'en fait, si on inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution, le lendemain, il se passe rien. Voilà. Parce qu'en fait, on fait ça pour éviter qu'il se passe une catastrophe un jour. Et j'ai envie qu'il se passe jamais de catastrophe. J'aimerais beaucoup que cette loi ne serve à rien. L'ADN des écologistes, c'est un peu le principe de précaution. Je veux dire, là, on a l'occasion de le faire. On a une majorité pour le faire. Et on sait très bien, parce que c'est un argument qu'utilise la droite tout le temps, de nous dire, mais écoutez, personne ne menace l'IVG en France, donc arrêtez de nous saouler avec vos trucs. Le jour où l'IVG sera menacé en France, ce sera évidemment trop tard pour le mettre dans la Constitution, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est précisément dans les pays où il y a une majorité pour le faire qu'il faut le faire, parce que dans les autres, on ne peut pas encore le faire. Mais par contre, on peut cranter des victoires pour éviter des catastrophes. Voilà, je m'arrête là. J'étais déjà assez longue, mais c'est en gros, j'espère avoir balayé à peu près d'un point de vue introductif cette histoire d'introduction de l'IVG dans la Constitution. Merci beaucoup, Mélanie. Ouais, je pense que c'était bien clair. Et puis, avant de t'entendre peut-être sur la question des accès pour les personnes à l'étranger, je vais passer la parole. Je ne sais pas dans le chat s'il y a des personnes qui ont des questions pour toi sur ce sujet de la constitutionnalisation. Donc, vous pouvez ou lever la main. En bas, il y a le reaction qui permet de lever la main pour faire votre question en direct, ou dans le chat. Au choix. Sinon, nous, on a
on avait préparé quelques questions, mais sinon, on peut, voilà. Mais en tout cas, cool, hein, soyez pas timide. Enfin, vous avez le droit d'être timide si vous êtes timide, hein. Il n'y a pas de questions pour le moment. On peut peut-être passer sur le sujet. Je pense qu'il intéresse beaucoup d'entre nous, parce qu'on est la plupart, on habite en dehors de la France. Et donc, c'était ta Ouais. proposition d'accès pour les personnes à l'étranger. Et puis après, on reverra s'il y a des questions. Et nous, on avait préparé quelques questions. Désolée Ouais. pour ma petite fille derrière. Ah non, pas de souci. Ouais, donc ça, c'est aussi effectivement quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler dès que j'ai été élue, qui était dans notre programme, c'est une proposition de loi pour, en gros, l'idée, c'était de regarder tout ce que la France pouvait modifier dans sa législation pour faciliter l'accès à l'IVG à l'étranger. Alors, évidemment, la France ne peut pas passer une loi qui va obliger les États-Unis, l'Argentine, je sais pas quoi, l'Italie à changer sa loi sa législation sur l'IVG. Mais je voulais quand même gratter ce sujet. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, il y a des choses c'est plus facile pour les Françaises et les Français à l'étranger, mais aussi, en général, sur l'accès à l'IVG à l'étranger, il y a des choses qu'on peut faire dans la législation française. Et donc, j'ai préparé, alors, je vais être un tout petit peu technique, désolée, mais bon, comme ça, voilà, ça permet de comprendre parfois les mots de tête quand on est parlementaire. Il y a une difficulté, c'est que quand on est parlementaire en France, il y a un article horrible de la Constitution qui s'appelle l'article 40, qui est horrible. C'est le cauchemar de tous les parlementaires. Et c'est l'article qui dit que les parlementaires n'ont pas le droit de faire des propositions qui auraient pour effet de dépenser plus d'argent public. En gros, si vous voulez dépenser de l'argent quelque part, il faut le prendre autre part. Vous n'avez pas le droit d'aggraver les dépenses publiques, entre guillemets. Le gouvernement peut le faire, mais les parlementaires ne peuvent pas le faire. Évidemment, dans ma proposition de loi sur le droit à l'IVG, ça aggrave à plein d'endroits la dépense publique. Donc, j'ai rédigé cette proposition de loi, mais pour des questions techniques, elle ne peut pas être déposée comme ça. Néanmoins, je m'en sers régulièrement pour déposer des amendements. Et c'est ce que j'ai fait au PLF l'année dernière sur la création d'un fonds pour le rapatriement des Françaises qui ont besoin d'avoir accès à l'IVG. Et en fait, coup à coup, parfois, le gouvernement accepte de ce qui s'appelle lever le gage, qui est le terme technique pour dire « Ok, je vous autorise à aggraver la dépense publique et puis je mettrai de l'argent. Voilà. » Donc, ce truc technique mis de côté, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en France, même si c'est un peu contre-intuitif comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger? Alors, plusieurs choses. On a des propositions sur donc déjà la facilitation de l'envoi de pilules abortives à l'étranger. Il y a des obstacles qui existent d'un point de vue juridique pour les pharmaciens, les ordonnances, comment elles sont délivrées, etc. Tout un tas de trucs qu'on peut modifier dans le Code de santé publique qui facilitent l'accès l'envoi de pilules abortives à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne donc, le rapatriement. Donc ça, c'est un truc que je suis arrivée à faire par le PLF l'année dernière, donc le budget de l'année dernière, pouvoir rapatrier quand on peut, si on a besoin, ce qui est quand même dans la réalité des faits, souvent les personnes accèdent à l'IVG là où elles sont, avec un accès à la pilule abortive ou avec un accès dans un pays frontalier, etc. Mais il y a des situations où le rapatriement est la solution la plus intelligente parce que la personne est enceinte de plus de 9 semaines, parce que la situation fait que voilà, il n'y a pas de pays frontalier où ce serait vraiment safe et en fait le rapatriement est le mieux.
Donc, il y a la question du rapatriement, il y a aussi la question des visas. Donc ça, c'est pas pour les Françaises, mais d'avoir un... Il existe un système de visa pour les soins de santé. Par exemple, si vous êtes dans un pays où vous avez une grave maladie et dans le pays dans lequel vous êtes, le traitement contre cette maladie n'est pas disponible, il y a des visas qui existent pour pouvoir venir en France, pour pouvoir avoir accès à un soin qui existe en France. Moi, je considère que l'IVG, ça fait partie d'accès aux soins fondamentaux, basiques, primaires, et que quand on n'a pas accès à l'IVG dans son pays, on devrait pouvoir obtenir un visa temporaire pour pouvoir y accéder, au même titre que quelqu'un qui a n'importe quoi, un cancer, j'en sais rien, et qu'on peut soigner qu'en France, doit pouvoir accéder à ce soin en France si on peut le permettre. L'autre volet, c'était l'aspect l'asile pour les personnes qui risquent des poursuites judiciaires pour avoir accédé ou pour avoir aidé d'autres personnes à accéder à l'avortement. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiétées judiciairement dans le monde, soit pour avoir accédé à l'avortement, soit pour avoir aidé des personnes à y accéder, soit pour avoir fait des avortements. Donc que la France puisse considérer que, comme pour nous, c'est un droit fondamental, le fait d'avoir protéger, donner accès à un droit fondamental devrait être une raison légitime de l'asile. Et enfin, les autres propositions, c'était surtout sur à la fois les remboursements pour les personnes qui sont à la CFE, donc parce qu'il y a des personnes qui vivent dans des pays où l'avortement est légal et accessible, mais extrêmement cher. Et donc, que la sécurité sociale ou des aides d'urgence ou la CFE puissent la Caisse des Français de l'étranger puisse payer la différence. Et enfin, tout ce que les consulats peuvent faire, notamment pour donner accès à des listes de médecins sûrs et au maximum au sein du consulat à des soins. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait dans cette proposition de loi qu'on a amélioré au fil du temps avec beaucoup de consultations avec des gens comme vous, par exemple. Mais voilà, des personnes qui travaillent sur ces sujets un peu partout. Mais comme on peut pas totalement on peut la déposer, mais on peut pas discuter à cause de cet article 40. Ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on dépose des amendements au projet de loi finance ou ou là où on peut pour pouvoir améliorer la question, et notamment sur la question du rapatriement. On a gagné ça. On verra comment ça va être mis en œuvre par le gouvernement. Et encore une fois, la question du rapatriement pour les IVG, ça reste pas l'option favorite des personnes, parce que quand on vit, je sais pas, à l'autre bout de la terre, la façon la plus simple, c'est quand même d'essayer d'accéder au plus près de là où on vit. Donc, on verra comment ça sera mis en œuvre, mais c'est déjà un premier pas. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions maintenant qui ont surgi entre-temps? Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut prendre la parole? Vous poser une question dans le chat. Tu as encore un quart d'heure avec nous, c'est ça, Mélanie? Alors, profitons-en. Anaïs. Salut à tout le monde. Non, c'est plus une question aux autres personnes qui sont à la Réunion, dans la Réunion, savoir si dans les pays où l'avortement est légal, il y a des initiatives dans d'autres pays du même genre, je ne sais pas, en Espagne ou dans d'autres pays. J'ai pas les pays de tout le monde ici. Je veux bien parler sur l'Espagne, parce que je vis en Espagne. Mais il y a des initiatives, je veux dire, en Espagne, le droit à l'avortement existe, l'accès est relativement... Alors, c'est le même problème qu'en France, ça dépend de la couverture médicale sur le territoire. Mais je viens parce que ça m'intéresse pour les pays, surtout où l'avortement est un peu
ou illégales ou alors difficiles d'accès pour des raisons économiques ou parce qu'il y a des formes de criminalisation. Mais moi, globalement, sur l'Espagne, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a un accès par le service public de santé qui est pas idéal. Il y a des choses à améliorer, bien sûr, mais il est relativement bien garanti, le droit à l'avortement ici. Ah oui, donc du coup, je vais en profiter aussi. Donc, CFE à Rio, au Brésil. En fait, aussi, l'avortement est illégal au Brésil, ou possible que dans des situations très, très spécifiques, hein, où on peut prouver un viol, c'est ce genre de choses. Par contre, moi, Mélanie, ça m'intéresserait. Alors, je sais que je dépasse peut-être l'objet de notre réunion, mais justement, nous, en tant qu'élus, quelles sont nos possibilités, en fait, aussi, parce que avec la responsable des affaires sociales ici à Rio, on a une relation très étroite, donc on travaille beaucoup ensemble. On a reçu depuis le début de l'année 2 demandes de Françaises qui ont été justement tentative de viol ou violée, et dont une personne qui a été justement tombée enceinte après cet acte. Donc, en fait, nous, comment on peut faire aussi pour accompagner, et sachant que ces personnes ne sont pas franco-brésiliennes. Donc, voilà, c'est toujours... il y a aussi, au-delà de l'avortement, il y a aussi tout un accompagnement justement sur les questions des violences, en fait. Mais donc, attends, du coup, c'est une situation où l'accès à l'avortement... Moi, je ne connais pas bien le droit au Brésil. Donc là, l'accès à l'avortement, il serait légal ou pas? Bah non, parce que ça n'a pas été prouvé. Ah oui. C'est comme en Pologne où, en gros, tu peux avorter si tu as été violée. Puis comme comme tu n'as jamais de condamnation pour viol ou que ça prend 4 ans, bah... Ouais. Exactement, dans la théorie, il faudrait que la victime, elle se ramène avec un papier de la police quand elle fait Oui. sa déposition, en fait, qu'elle récupère le papier de la police et qu'elle l'amène pour avoir le droit. Donc, dans la théorie, ça existe, dans la pratique, c'est quand même très compliqué, surtout les étrangères qui n'ont pas ce genre d'informations. Ouais. Donc, c'est une situation où c'est pas légal. En fait, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir... le truc qui marche le mieux dans ce cas-là, c'est de contacter... il y a une liste d'ONG. Enfin, on a fait un guide. Je sais pas si tu... Je sais plus où tu es sur le... J'arrive pas... Ah ouais, voilà. Non, parce que ça a changé dans ce domaine. Non. Il y a des ONG qui font ça, hein, qui envoient... Donc, qui font les téléconsultations en ligne. Qui voit si c'est safe ou pas de suivre l'avortement en envoyant une pilule abortive et en faisant le suivi en ligne. Quand c'est pas possible, elles peuvent financer le voyage dans un pays frontalier, voilà. Mais dans la plupart du temps, ils arrivent à faire par envoi de pilules abortives et suivi en ligne. Genre Women on Web. Je me permets de dire, je ne sais pas si dans le chat vous avez vu, c'est dommage parce qu'elle est partie, mais il y avait Pauline Diaz justement qui est directrice de Save Toutes Choses et qui est justement une association qui aide justement pour ce genre d'accès. Juste je pour peux faire un commentaire? Oui, pardon, Éléonore, je te donne la parole juste après. Mais nous, la Guyane française, c'est juste à côté, mais Mélanie, c'est juste impossible. Il n'y a pas de vol direct, donc c'est plus facile d'aller à Paris que d'aller en Guyane. Voilà, je vais juste faire un commentaire. Au Brésil, l'avortement n'est pas permis, comme Mélanie vient de le dire. Bien sûr, c'est un État laïque, entre guillemets, mais bien entendu, ça risque pas de passer dans la Constitution. L'Église a un pouvoir énorme. L'avortement n'est permis que dans certains cas d'enfants ancéphaliques, viol d'adolescents, viol de très jeunes. N'empêche que tout récemment, il y a une fille de 10 ans qui est tombée enceinte d'un oncle, d'un parrain de je ne sais quoi, et la juge lui a nié le droit à l'avortement.
Et il a fallu que la famille se mobilise. Enfin, il y a eu toute une histoire. N'empêche que si on a besoin de faire ça, on sait très bien où aller et vous serez jamais on va vous déranger. C'est-à-dire que ça va pas sortir dans les réseaux sociaux, si vous voulez. On sait quoi faire. C'est un peu l'hypocrisie partout, mais ça risque pas de passer dans la Constitution avec le pouvoir que l'Église a encore dans ce pays. Malheureusement, il va falloir attendre. Ouais. Mais de toute façon, ça, c'est universel. L'interdiction de l'avortement, et l'OMS l'a montré à plusieurs reprises dans différentes publications, n'a jamais eu d'impact significatif sur le nombre d'avortements. Ça a un impact sur à quel point les avortements se font dans des bonnes conditions, dans des conditions médicalement sûres et socialement justes. Mais les avortements ont lieu, ça c'est évident. Interdire l'avortement, c'est juste rendre les avortements dangereux et injustes socialement. C'est pas du tout les empêcher. Juste encore un petit mot, je ne prendrai plus la parole. Tout récemment, il y a l'écrivaine française Annie Ernaux qui est venue au Brésil et qui est passée au FLIP, au Festival littéraire de Paraty, qui a eu un énorme succès. Et c'est un thème qui est toujours très actuel, si vous voulez. Ces livres ont eu un grand succès et il y a eu un film qui est passé qui s'appelle L'événement. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un film sur les conditions de l'avortement de la femme en France pendant les années 40. C'est absolument ahurissant, ahurissant. Pour vous dire, je suis sortie du cinéma, je me suis trouvée mal. Je me suis évanouie presque, tellement l'horreur d'avoir besoin d'avoir l'argent, travailler pour avoir l'argent, les conditions, les plus ou moins sages-femmes qui le font, ça marche pas. Elle essaie une fois, elle essaie deux fois. C'est vraiment horrible. Comment peut-on être encore soumis à ce genre de brutalité de nos jours? C'est affreux. C'est ahurissant. Enfin, c'était dans les années 40, mais je me demande si ça a beaucoup changé. Bien sûr, c'est plus avec des aiguilles de tricot comme c'était à l'époque. Mais enfin, c'est pas joyeux non plus, hein, même de nos jours. Voilà, c'est tout. Merci, Eleonora. Anne-Marie, tu as une question? Anne-Marie, après, il y a une question dans le chat aussi. Oui, bon, Eleonore, moi je suis d'une époque où c'était beaucoup l'aiguille du tricot ou le truc clandestin, etc. Bon, j'ai une question bien spécifique. Comme l'avortement est illégal au Brésil, sauf dans certaines conditions très spécifiques, et il faut avoir un recours à un juge, donc ça prend du temps. On voit même des juges encore aujourd'hui, dans le journal d'aujourd'hui, il y avait un cas d'une juge qui a argumenté contre un avortement dans des conditions épouvantables. Bon. Si, en passant dans le cadre français, si une Française ayant pratiqué un avortement illégal au Brésil, elle risque une pénalité, elle risque un problème pénal. Le consulat va lui assurer, lui garantir une protection. C'est-à-dire C'est-à-dire que s'occuper de lui trouver un avocat, d'agir politiquement pour éviter une condamnation, etc. Parce qu'elle est donc en situation illégale, c'est vrai, mais il faut qu'elle puisse avoir recours à une aide sous une forme ou une autre, une protection du consulat, il me semble. Oui. Alors, dans certains cas, et là, pour le coup, d'expérience, ça dépend énormément des consulats et il y a des consulats où les gens sont super et ils vont se démener pour trouver le bon avocat, la bonne avocate, etc. Et des consulats où il y a des endroits où de toute façon le consulat est tellement loin que bon, bref. Donc ça dépend beaucoup. Alors dans certains cas, effectivement, c'est possible, mais par contre, il n'y a pas de protection judiciaire dans le sens où en fait, la France ne peut pas intervenir autrement que par des voies diplomatiques, mais juridiquement pour empêcher une condamnation d'un ressortissant qui se trouve en situation d'illégalité au vu du droit national. Donc ça, c'est très compliqué. Okay. Ce qui existe, c'est les demandes d'extradition, etc., pour que la personne purge sa peine en France, machin. Mais voilà, c'est plutôt de la diplomatie. Et comme tous les cas où il y a des Françaises ou des Français qui sont inquiétés dans des pays pour des faits
qui soit sont pas du tout des faits illégaux en France, soit la peine est délirante, comme avoir fumé un joint et se retrouver pendant 25 ans en prison, voilà. C'est la médiatisation qui crée la pression politique qui va faire que la diplomatie française va s'activer, quoi. Merci. Merci. Alors, il y avait encore une question dans le chat, et puis après, alors, il va être 18h, donc je ne sais pas, je vais peut-être prendre cette question, Oui, et puis après... j'ai une question, je peux la poser, oui? Il y avait une question dans le chat avant, est-ce que peut-être on peut grouper les deux questions pour que Mélanie fasse une réponse la question qui est dans le chat, c'était si la personne bénéficie d'un rapatriement, comment sera-t-elle prise en charge par la Sécu, sachant que beaucoup d'entre nous, Français et Françaises non résidents, ne bénéficient pas de la Sécu pour les courts séjours. Et vas-y Béatrice, si tu veux, comme ça peut-être Mélanie pourra répondre. Non, c'est la même question de Frédéric. Il ne peut pas la poser parce qu'il est à l'aéroport, alors c'est ça. Parfait. Ah oui, alors malheureusement, je n'ai pas une réponse toute faite à cette question, parce que ça dépend de la situation de la personne. Donc, ça va vraiment dépendre de son régime d'assurance à ce moment-là. Il y a des personnes qui ont des polices d'assurance qui vont couvrir les frais quand elles seront en France. Il y a des personnes où ça ne sera pas couvert. Après, un avortement, en fait, ça dépend. Le coût d'un avortement, ça dépend énormément de est-ce que c'est un avortement médicamenteux ou instrumental. Instrumental, j'ai plus le chiffre en tête, mais un avortement médicamenteux, donc c'est-à-dire les deux fois la pilule, c'est aux alentours de 100 quelque chose euros, si on n'est pas remboursé, si on doit le payer nous-mêmes. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est autour de ça, quoi. En France. D'accord. Ok. Mais après, voilà, pour la situation, c'est tellement des cas individuels et ça dépend de la manière dont la personne est assurée par qui, qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. D'accord. Alors écoute, je ne sais pas, il est 18h, donc peut-être que tu vas devoir nous quitter. La toute petite dernière question qu'on avait prévue pour conclure, c'était un peu, ça nous intéresse, et puis après, si tu veux dire un mot de fin, hein, ça nous intéressait un peu de savoir comment est-ce que pouvait s'articuler notre action en tant que collectif citoyen de Français et Françaises de l'étranger, avec toi, ton action de législatrice, sénatrice en l'occurrence. Voilà, comment est-ce que ces deux rôles, quel rôle on peut jouer dans la défense de ces droits, et comment est-ce que ces deux aspects-là peuvent s'articuler. Voilà. Et si tu veux dire un mot de conclusion. Ouais, c'est assez large comme question, mais donc je pense que la réponse elle va être en partie insatisfaisante, mais moi en tout cas, et c'est aussi pour ça que je trouvais hyper cool que vous m'invitiez ce soir, c'est qu'en fait, on fait pas les parlementaires, ils inventent rien de leur tête. Les propositions que j'ai formulées dans la loi et tout les exemples qu'on peut raconter pour convaincre les gens qu'il faut mettre l'IVG dans la Constitution, etc., ça vient du terrain. Donc, ça paraît abstrait, mais en réalité, pour convaincre de faire des progrès législatifs en France qui ont des impacts à l'étranger, ça marche que quand on arrive à faire la démonstration concrète de ce que c'est la réalité dans divers pays. Et donc, le fait d'avoir des exemples et un éclairage sur quelle est la situation, de pouvoir raconter des histoires, c'est parfois le truc qui marche le mieux quand on va voir la ministre, qu'on lui dit « Non mais regardez, là il y a cette personne, nanana », c'est les exemples qui arrivent le plus à convaincre les gens, et ces exemples, on les tire de vous, quoi, des expériences de terrain, machin. Ça, c'est déjà très, très important. Ensuite, il y a comme surtout, je pense surtout aux élus, le relais des... par exemple, l'affaire
du rapatriement IVG, en fait, voilà, ils ont été obligés de l'accepter, machin, ils vont le mettre en place, cool, hein, ils voulaient juste pas, enfin, voilà. Donc, le fait d'avoir des élus après qui vont aller, faire chier les consulats en leur disant, les amis, nénéna, ça, c'est concrètement, c'est ça qui fait avancer le truc, parce qu'après, une fois, nous, en fait, on fait voter la loi, puis après, on passe à la loi d'après, quoi. Donc, après, sur le terrain, on a besoin d'avoir des gens qui vont rappeler aux autorités qu'elles doivent mettre ça en pratique, et sinon ça s'évanouit, quoi. Et donc ça, c'est un pouvoir très concret. Et la dernière chose, je pense, en tout cas vis-à-vis des parlementaires, c'est l'alerte, quoi, que en fait c'est pour nous, c'est sans doute les remontées les plus utiles, d'avoir des alertes de ce qui se passe. Il y a des trucs, surtout quand on est sénatrice des Français de l'étranger. À l'Assemblée nationale, il y a des circonscriptions, mais vous savez, au Sénat, il n'y en a pas, donc c'est le monde entier. Donc il y a des milliers de situations. On ne peut pas tout savoir. Et quand on a des alertes qui viennent du terrain, nous, ça nous permet d'activer des trucs. Et en fait, je pense parfois les gens n'osent pas, ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui osent très largement. Mais je veux dire, il y a parfois des choses qu'on arrive à faire bouger simplement parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait un problème. Parce qu'on ne peut pas connaître l'intégralité des problèmes sur l'intégralité du globe en continu. Et donc voilà, et je suis désolée, je dois vraiment vous laisser pour aller attraper mon train pour Paris. Pas de souci, Mélanie. Merci. Écoute, au nom des deux collectifs, je te remercie bien, de toutes les personnes présentes. Un grand merci pour ta participation. Bon voyage. Et on mettra le lien en ligne sur YouTube pour celles et ceux qui veulent. Merci à toi. Et par contre, toutes celles qui sont présentes, restez avec nous parce que c'est pas fini. On a dû changer en fait lors de notre rencontre parce que Mélanie a eu cet imprévu. Mais on avait prévu justement toute une partie de présentation de nos contextes, c'est-à-dire du contexte de l'avortement en Argentine, avec le collectif Solifem, et le contexte brésilien, avec les collectives. Et donc, je vais laisser la parole à Béatrice qui va nous faire un peu un topo général du monde, de l'histoire de cet avortement et du Brésil. Je te laisse la parole. D'accord, merci. Merci, bonsoir ou bonjour, ça dépend. Bonjour à tous. Je commence à parler un peu. Et j'ai fait une division par sujet, une vision générale, une vision historique, l'influence de l'Église catholique et l'avortement au Brésil. Bon, je commence par une situation mondiale ou de l'Amérique latine. Selon OPAS, Organisation panaméricaine de santé, environ 830 femmes meurent chaque jour pendant ou après l'accouchement. Et 99% de ces décès arrivent aux pays pauvres, aux pays en développement comme le Brésil, et plus fréquemment dans les zones rurales. Alors, les pauvres parmi les pauvres. Selon l'Organisation mondiale de santé, pour 10 grossesses non désirées, 6 sont interrompues par un avortement volontaire. Et presque 40% de femmes de ces avortements sont réalisés sans sécurité. Bon, presque la moitié de ces avortements sont réalisés sans aucune sécurité. Cela veut dire qu'ils vont avoir des conséquences. Ça, c'est la situation mondiale. 97% des pratiques non sécurisées ont lieu dans un pays comme le nôtre, en développement. Bon, l'avortement était interdit ou pas, ça dépend de l'époque historique. En Mésopotamie, il était interdit. En Égypte antique, il était libre. En Rome, pendant la République romaine, il était considéré immoral, mais pas interdit. Alors, les femmes pratiquaient beaucoup l'avortement à l'époque, en République romaine, pour maintenir les corps élégants, pas un corps d'une femme qui a eu un accouchement. À cause de désir d'être belle, il y a eu une augmentation énorme d'avortements à Rome. Et alors, ils ont créé une loi qui s'appelle la loi Cordelia, par laquelle les femmes étaient punies
par peine de mort si elle consentait à l'avortement. En effet, à l'époque, en Rome, l'avortement était un droit de l'homme, du mari, sur la progéniture. Parce que ce n'était pas une question légale ou morale. Il était interdit, mais ce n'était pas une question morale. Les prostituées, les veuves et les femmes libres pouvaient avorter, personne ne les disait rien. L'Église catholique. Le catholicisme se pose la question de savoir quand le fœtus connaît la vie. Ça, c'est la grande question catholique. Au XIIIe siècle, l'animation de fœtus s'est fixée 40 jours pour les garçons et 90 jours pour les femmes. Au XVIe siècle, le pape Sixte condamne formellement tout l'avortement, non pas avant 40 jours ou avant 90 jours de grossesse. L'Église catholique a accru le poids des questions sexuelles et reproductives dans son agenda tout au long du XXe siècle, surtout après 1978 avec le pape Wojtyła. L'opposition au contrôle des naissances, l'utilisation des contraceptifs, les préservatifs et la pilule contraceptive se combineraient avec une opposition systématique à l'avortement volontaire. Alors, c'est on dirait en portugais, un pacote. Ça allait ensemble. Cet agenda était et est toujours mobilisé pour valoriser une conception conventionnelle de la famille, un ordre sexuel conservateur fondé sur le mariage. Et tout ça pendant le XXe siècle, et surtout à la fin du XXe siècle. Les conséquences d'agenda comme celle-là font notre société créer un avortement, comme a rappelé qui a parlé, Eleonora, de la fille de 11 ans qui a tombé enceinte après un viol et qu'on a trouvé ça un scandale. Hein. Alors, l'avortement au Brésil. Les codes criminels de l'Empire, en 1850, prévoyaient comme crime l'avortement pratiqué par l'autrui. Plus tard, en 1890, rajoute les crimes de auto-avortement, mais on pouvait le faire par une question d'honneur. C'était autorisé par une question d'honneur. Et aussi, si la femme enceinte pouvait mourir à cause de sa grossesse. Depuis 1942, il existe 2 exceptions permettant la pratique de l'avortement. Tout le monde le sait, pour sauver la vie de la femme et un résultat quand la grossesse résulte d'un viol. À partir de 2012, une troisième situation permet l'avortement en cas de fœtus atteint d'anécéphalie. Bon, c'est très difficile d'avoir des données sur le pays parce que les méthodologies scientifiques, elles ne sont pas standardisées. Alors, il y a beaucoup d'études, soit dans la médecine, soit dans la sociologie, et de juridiction, mais on n'arrive pas à avoir une seule méthodologie pour dire, voilà, au Brésil, les numéros de femmes qui meurent par an, c'est tel. On n'est pas précis. Ici, l'avortement, c'est une question de santé publique pour 2 raisons. La persistance du problème, depuis toujours, et l'ampleur. Mais qui sont les victimes? On ne sait pas exactement combien, mais on a quelques connaissances. Entre 2006 et 2015, les décès sont plus fréquents dans les femmes qui ont entre 20 et 29 ans. À la couleur de peau métissée, ce n'est pas les femmes de 20 à 29, mais métissées, célibataires, séparées, veufs ou veufs, et sans scolarité, ou des scolarités très, très basses. Ce sont des femmes qui meurent de l'avortement fait sans sécurité. Ces données montrent les inégalités entre les pauvres et les riches qui peuvent chercher une clinique privée,
pour un avortement sécurisé et hors de la loi. Cependant, il n'y a pas que l'avortement clandestin ou non sécurisé qui laisse des cicatrices et des conséquences générales plus graves chez les femmes pauvres. Historiquement, les limites à l'autonomie en matière de procréation n'ont pas touché toutes les femmes de la même façon. Chez les femmes pauvres, noires, autochtones en Amérique latine, les racismes et les contrôles de la population ont favorisé une stérilisation au XXe siècle, surtout, menée à grande échelle. La peur de procédures juridiques, les valeurs personnelles et religieuses, l'injustice socio-économique, le racisme empêchent qu'on ait des lois justes, des soins plutôt démocratiques et des pouvoirs publics laïcisés. On est devant un gros problème encore, et c'est très dur de parler de ce sujet à cause surtout de l'Église et, comme a dit Éléonore, du pouvoir de l'Église dans notre société. Et je crois que j'ai essayé de faire un résumé pour ne pas m'allonger et on peut discuter à propos. Merci. Merci Béatrice. Oui, voilà, l'idée c'est que ce soit une petite introduction et puis après on aura un peu de temps pour des échanges, des échanges sur ce sujet. Donc, merci Béatrice pour ce rappel historique et puis pour cette présentation sur la situation du droit à l'avortement au Brésil. Et maintenant, on va parler un peu aussi brièvement de la situation en Argentine et donc je te laisse la parole, Tamara. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de faire bref aussi pour qu'on ait le temps d'échanger peut-être après. En Argentine, je pense que vous en avez entendu parler, l'avortement est légal pendant les 14 premières semaines de gestation depuis décembre 2020 et ça a été conquis de longues luttes par les mouvements féministes. Donc ça remonte déjà au XXe siècle, mais en 2003, par exemple, c'est la première fois qu'il y a eu un atelier consacré à la lutte pour le droit à l'avortement à la rencontre nationale des femmes, qui est devenue ensuite la rencontre nationale des femmes et des dissidences de genre. Et tout ça, ça a pris de l'ampleur au sein des mouvements féministes et ça s'est reflété dans le chemin légal qu'a fait la campagne pour le droit à l'avortement. On a eu ensuite en 2015 le mouvement Ni Una Menos qui est venu renforcer dans l'espace public aussi les combats féministes et notamment la campagne pour le droit à l'avortement. Du coup, le premier texte qui a été présenté en 2006 et c'est en 2008 qu'ils ont pu acquérir un statut, qu'un texte a eu un statut parlementaire, est devenu un projet de loi qui a été présenté au Congrès, donc avec le soutien de parlementaires. Et ensuite, des projets de loi ont été présentés tous les 2 ans, sans succès, jusqu'à seulement 2018, où là, donc il y a eu une immense mobilisation. Je crois que plusieurs des personnes qui sont présentes ici et qui font partie de Solifem sont rendues devant le Congrès de la Nation pour pouvoir assister au débat et au vote positif qu'il y a eu au Congrès. Mais le texte a ensuite été rejeté par le Sénat, qui a été une immense déception pour tout le monde, mais un grand moment de mobilisation des mouvements féministes. Et après ça, la lutte a continué. Le projet de loi a été présenté de nouveau avec le soutien d'Alberto Fernandez, qui venait d'être élu en 2019, et quelques modifications qui ont fait un peu polémique au sein des mouvements féministes. Mais du coup, le texte a été approuvé et voté par les 2 chambres en décembre 2020. Une des modifications qui ont fait le plus débat, c'est la question des objecteurs de conscience. C'est aussi un thème important pour la mise en place et les problèmes de la mise en place et de l'accès au droit. Ensuite, des personnes qui, théoriquement, devraient pouvoir accéder de manière légale, mais ont
auxquels on met des bâtons dans les roues, non seulement parce que il y a de nombreux médecins et au sein qui refusent de pratiquer des avortements, des médecins qui aimeraient pouvoir les pratiquer, mais parce ils appartiennent à des institutions médicales ou qui sont proches de la droite ou des mouvements conservateurs et catholiques, évangélistes, etc., et qui donc subissent un peu se menacent des menaces de perdre leur poste ou s'ils acceptent de pratiquer des avortements. Donc ça, c'était un des débats au moment du vote en 2020, et ça reste un débat aujourd'hui d'encadrer encore plus la question des objecteurs de conscience, et notamment de permettre à tous les personnels médicaux qui sont prêts à pratiquer des avortements de les défendre face à leurs propres institutions. Bon, c'était un résumé rapide du coup de la situation légale. Aujourd'hui, l'avortement est légal, mais il y a encore de nombreux obstacles. Donc la question des objecteurs de conscience, les campagnes récurrentes de la droite pour obstaculiser, pour mettre des obstacles notamment à l'information des personnes, parce que pour pouvoir accéder à ce droit-là, il faut être bien informé, il faut savoir à qui s'adresser, quand, pouvoir le faire rapidement, avoir des soutiens psychologiques, etc. Donc ça, c'est une question importante. Il y a des campagnes aussi pour rendre inconstitutionnel, inscrire du coup dans la Constitution l'illégalité du droit à l'avortement, qui occupe beaucoup l'espace public. Tous les procès et les menaces qui sont faites aux médecins qui pratiquent des avortements, même dans des cas, par exemple, au-delà des 14 semaines, quand en cas de viol ou de risque pour la santé des personnes, où à chaque fois c'est remis en cause, et donc ils font face à des procès et ils sont poursuivis en justice pendant des années. Alors même si ensuite l'affaire peut être classée sans suite, c'est difficile à vivre pour ces personnes-là. Ils peuvent être aussi persécutés dans leurs propres institutions. Il y a le cas d'une médecin à Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine, qui est une région très conservatrice, où Miranda Ruiz, qui a été poursuivie en justice pendant 4 ans. Ensuite, l'affaire a été classée sans suite, mais ça peut vraiment freiner d'autres médecins à pratiquer des avortements, surtout dans ces régions-là, où ils peuvent être assez isolés, et elles peuvent être assez isolées. Et l'autre facteur de difficulté, c'est aussi l'accès en raison géographique aussi, et la fragmentation du système de santé, avec la concentration de ces services-là dans des grandes villes. Et donc, pour y accéder, il faut pouvoir se déplacer et savoir à qui s'adresser, et peut-être passer quelques jours dans une ville. Donc, tout ça, c'est difficile. Mais bon, les mouvements féministes qui sont mobilisés, surtout des années 2000 jusqu'au vote de la loi, continuent à être très actives, avec par exemple les secouristes. On les reconnaît souvent en Argentine dans les manifs avec leur perruque rose. Donc c'est un mouvement qui s'implique particulièrement dans l'information des personnes et faire circuler un numéro WhatsApp qu'on peut appeler avec toutes les questions qu'on a, et avoir une personne qui accompagne pour faire les démarches et informer et défendre les droits auprès des institutions. Voilà, dans les études, déjà avant le vote de la loi, dans les cas où c'était légal, notamment en cas de viol, par exemple, des risques pour la santé de la mère, souvent les personnes devaient s'adresser à plusieurs institutions, plusieurs hôpitaux différents, jusqu'à trouver une personne prête à les accompagner, alors même que c'était légal d'avoir accès à un avortement. Et, voilà, donc il y a beaucoup de cas qui circulent de personnes, de mineurs aussi, victimes de viol, qui devraient avoir accès à un avortement et qui n'arrivent pas à l'obtenir
en raison de l'opposition de leur famille, de médecins qui font frein, et tout ça, à chaque fois, c'est des cas que si ils ne sont pas rendus publics et s'il n'y a pas une mobilisation des mouvements féministes locaux, si tout ça, ça n'arrive pas à Buenos Aires, souvent, et ben, c'est des personnes qui sont forcées à poursuivre la grossesse jusqu'à son terme, alors même qu'elle ne le souhaitait pas. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup cette idée-là que le vote de la loi était une première étape, mais que la mobilisation doit absolument continuer. Et c'est pour ça qu'on voit encore beaucoup les foulards verts partout et que la lutte continue. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un du groupe Solifem veut compléter. Je sais pas, je pense que c'était assez complet. Je ne sais pas si Anaïs, Marie, si vous voulez rajouter quelque chose. Apparemment, non. Merci Tamara. Je pense que c'était c'était bien un bon panorama de la situation en Argentine. Du coup, on a prévu un petit temps, on a prévu de terminer vers 18h30, donc on a un petit temps pour des échanges, questions. Donc voilà, même système, si vous souhaitez vous exprimer, allez-y, levez la main, on prend les tours de parole pour pouvoir avoir un temps d'échange. Alors, Anne-Marie, vas-y. Et ensuite, Julie. Simplement pour compléter l'exposé de Béatrice, je ne mentionnerai pas uniquement les obstacles dus à l'Église catholique, mais les obstacles dus aussi à toutes les religions évangéliques qui sont foncièrement et violemment anti-avortement. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre l'Église catholique et les autres églises. Ça, c'est la première chose. Et le second commentaire, c'est qu'il faut penser aussi un peu avant, c'est-à-dire penser à tout ce qui pourrait être éducation sexuelle, éducation biologique, si je peux dire, dans les écoles. On sait que la dernière ministre en date du gouvernement précédent était une hallucinée de cette anti-politique du genre contre l'éducation sexuelle, etc. Et ça commence là. Ça commence là, aussi bien pour les petites filles que pour les petits garçons. Parce que les petits garçons doivent aussi apprendre à savoir ce qu'ils peuvent faire. Julie. Oui, ben, rebonjour. En fait, moi, je voulais reprendre l'idée d'Anne-Marie, peut-être de faire une campagne d'information. Je pense que ça serait intéressant parce que je ne sais pas si cette information du droit à l'avortement dans la Constitution, et de cette possibilité des femmes à l'étranger, elle est très connue par nos compatriotes. Nous, comme conseillers des Français à l'étranger, on fait ce qu'on peut, mais on ne connaît pas tout le monde. Hein. C'est un peu difficile. Et puis aussi, ce que je voudrais savoir, puisqu'en profitant qu'on est réunis, que le 8 mars arrive, quel est le mot d'ordre ou le thème du 8 mars? Parce qu'il y a c'est chargé, il y a les retraites, ça pourrait être l'avortement. Est-ce qu'il y a déjà une articulation au niveau mondial? Ce serait intéressant puisqu'on puisse aussi en profiter de s'organiser. Alors, Béatrice. Et ensuite, Florence. Oui, voilà. Je vais vite parler. Là, il faut que je dise, je ne veux pas défendre, pas du tout, défendre les médecins qui disent non, mais il faut comprendre la situation de ces médecins. Ici au Brésil, surtout, quelques orientations j'ai mis là, et surtout celles publiées en 2022, par le ministère de la Santé, considérant comme non autorisés par le code pénal les avortements faits quand la grossesse résultant de violences sexuelles aura dépassé 22 semaines. Malgré l'absence de cette limite dans les codes et le fait que cette considération ne relève
pas de la compétence du pouvoir exécutif, ces orientations ont créé un embarras pour quelques interruptions de grossesse et les médecins craignent de subir des sanctions. La France, récemment, il y a un an, a approuvé une loi qu'on ne peut pas faire un procès contre une décision médicale. On ne peut pas. S'il a décidé, c'était une émergence, il a décidé, point. Il a fait, on ne peut pas discuter. Ici, les médecins peuvent subir un procès d'une action qu'il a fait honnêtement. On a ces problèmes. Et il faut en parler de ça. Parce que des fois, les médecins, ils veulent survivre au milieu médical. Ils ne veulent pas être punis. Alors, il faut qu'on pense à cette condition aussi. C'est ça que je voulais parler. Merci, Béatrice. Florence avait levé la main. Vas-y, Florence. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien. Enfin, oui. Désolée, je suis dans la rue sur un vélo. Je m'excuse d'abord parce que je me suis connectée il n'y a pas très longtemps. Donc, je n'ai pas pu entendre l'exposé de Mélanie et des autres camarades. Mais je voulais d'abord féliciter pour la réalisation de cette rencontre parce que c'est une rencontre qui est très importante et historique puisque ça fait quand même longtemps que c'est un sujet imminent, mais on ne s'en saisit pas et c'est vraiment très important. Et en fait, l'objet de mon intervention, et je m'excuse par avance si vous en avez déjà parlé, mais l'idée, c'était de voir comment on pouvait en fait constituer un réseau de femmes dans le monde, principalement dans les pays où l'avortement est interdit, ce qui est malheureusement une majorité de pays dans le monde, pour qu'on puisse garder ce lien et l'alimenter, notamment pour harmoniser aussi nos interactions avec les consulats, qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque les consulats ne sont pas tous réactifs de la même manière, voire pas, et partager aussi des solutions, voire trouver éventuellement des solutions d'émergence lorsqu'il est possible. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de notre niveau d'engagement et notre présence un peu partout dans le monde, je me dis qu'on aurait les moyens de le faire ensemble. Et voilà, je voulais faire cette proposition qui, moi, me fait, en fait, me donne l'impression de donner, en fait, une continuité à cette initiative dans la durée et dans la construction collective. Merci Florence. Ben, ça me semble rejoindre ce que disait Julie, et en effet, ça me semblerait bien qu'on puisse rester en contact avec, je rajouterais peut-être effectivement les pays où l'avortement n'est pas légal, et peut-être aussi les pays où l'avortement, en tout cas c'est le cas en Argentine, est légal, mais où l'accès est difficile ou encore difficile. Donc ça me semble, voilà, j'espère que cette réunion pourra donner lieu à des suites, quoi, et des suites concrètes. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Ève, je sais pas, voilà. Moi, si personne n'a de questions, ne souhaite reprendre la parole, un petit vas-y Anne-Marie. J'ai encore une petite question, principalement pour Julie, qui est notre candidate suppléante. Souvent, on se réfère à l'idée du rapatriement. Et il faut faire attention parce que le rapatriement, ce n'est pas une chose si simple que ça. Et très souvent, à quoi se réfère-t-on? Même pour des maladies, très souvent, c'est le rapatriement. Il ne faut pas imaginer que le consulat va prendre en charge la personne, lui acheter son billet d'avion, l'envoyer, etc. Ils peuvent donner un certain support, mais généralement, ce n'est pas très simple. Donc, il y a une personne qui a mentionné aussi, et la Sécu, quand on arrive, si on ne l'a pas là-bas, qui va payer, et la question du rapatriement, du voyage, des conditions de rapatriement, entre guillemets, c'est une chose à éclaircir sur le plan légal et avec nos représentants, l'Assemblée des Français de l'étranger, avec nos
députés, sénateurs, etc. Simplement une référence à ça, parce qu'on souvent on se fait beaucoup d'illusions, comme à l'époque du Covid, on s'imaginait que les gens étaient rapatriés. Non, il y avait ce que le consulat faisait, ou l'ambassade, c'est créer des conditions d'organisation pour la réalisation de vols. Mais ce n'est pas une prise en charge des individus à 100%. Donc, il faut faire un peu attention à ça. C'est vrai, c'est vrai. Julie, est-ce que tu souhaites répondre? Oui, enfin bon, c'est pas une question, mais c'est vrai que c'est un gros problème parce que d'autant plus que nos consulats, ils ont de moins en moins d'argent. Hein, on le sait, les demandes d'aide d'urgence sont coupées. En général, elles sont quand on présente. Oui, enfin là, on a eu un exemple il n'y a pas longtemps. On a demandé une aide d'urgence pour une dame qui devait toucher la retraite. On a décidé en conseil consulaire qu'on allait lui donner et ça a duré 6 mois, on n'avait pas de nouvelles et en fait, ça a été bloqué à Paris. Et ça existe. Donc, ça, c'est un gros problème parce que les consulats reçoivent de moins en moins d'argent. Hein, et pour faire face à différents types de problèmes, que ce soit des problèmes sanitaires, d'éducation ou même d'aide des prisonniers, etc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a réussi avec Jean-François Deluché, on a réussi à faire augmenter cette aide. Hein, le taux d'aide, ça c'est important. Et c'est vrai qu'on compte plusieurs de nos représentants à l'AFE pour défendre ces demandes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à faire remonter d'une façon systématique. Nous, on a aussi fait appel plusieurs fois à Mélanie Vogel qui nous a aidés, notamment dans les questions de retraite. Donc, ça, c'est vraiment important qu'on soit bien solidaires et qu'on fasse des actions coordonnées. Et je crois que c'est un peu, si on arrivait à en faire plus, ça serait bien mieux, ça serait bien plus efficace. Hein, mais de toute façon, donc, j'ai mis ça dans le chat. On va commencer une tournée au Brésil. La campagne, en fait, commence aujourd'hui au Brésil. Christian est arrivé à São Paulo. Moi, je vais à Brasilia demain. Jeudi, on est à Salvador et on va passer le week-end. On va rester jusqu'à lundi à Rio et on va essayer de faire une manifestation. Et ça serait bien qu'il y ait un peu plus qu'il y ait du monde devant l'INSS à Rio, parce qu'on a des gros problèmes de retraite. Ce n'est pas notre sujet maintenant, mais c'est vrai que c'est le problème numéro 1 en ce moment en France aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux et à venir si vous pouvez. Et après, il y aura d'autres tournées en Argentine, en Uruguay, au Mexique. Mais ça, c'est pour un autre moment. Ce sera après au mois de mars. Merci beaucoup, Julie. Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être, ou est-ce qu'on peut conclure sur ce que je voulais dire un peu en écho à Florence? Alors déjà, je voulais rappeler que dans le chat, il y a beaucoup de liens qui ont été mis, notamment un site de Pauline Diaz, qui est un peu sur les situations au niveau mondial, qui est une association qui travaille au niveau mondial sur la question de l'avortement. Malheureusement, elle nous a quitté avant ce temps de questions, donc on n'a pas pu l'entendre sur le sujet. Il y a eu un lien mis sur la situation au niveau de l'Europe. Et puis le carnet de Mélanie Vogel aussi, justement, sur les Françaises de l'étranger, l'accès à l'IVG. Et puis ainsi que les réseaux sociaux de nos 2 collectifs. Et moi, je crois vraiment qu'après cette organisation, cette rencontre, il y a pas mal, voilà, je sens qu'il y a un mouvement qui s'est créé. Je sais qu'avec Béatrice, on a parlé de
donner une continuité au niveau du Brésil. Voilà, peut-être faire un article, justement, faire quelque chose de concret aussi sur d'informations aux Françaises, hein, aux personnes qui sont au Brésil sur l'accès à l'avortement. Peut-être organiser même une prochaine rencontre virtuelle, mais plus centrée sur la situation brésilienne. Donc, bien sûr, on vous tiendra toutes et tous au courant. Et également, je souhaitais vous dire, voilà, Mélanie Vogel a quand même bien dit qu'on ne pouvait pas être au fait de toutes les situations dans le monde entier. Et en fait, c'est quand les gens amènent les situations que, ils découvrent et qu'ils peuvent réfléchir à des solutions, des propositions. Donc, vraiment, je voulais vous inviter à vous saisir de ça et à lui écrire ou directement ou à nous écrire à nous, les collectifs, pour pouvoir être les relais. Voilà, on a la chance d'avoir des représentants ici, Frédéric, Mélanie, Marie, qui représentent les Français à l'étranger en Argentine, au Brésil, auprès du consulat et qui font ce lien. Donc vraiment, Julie, excuse-moi. Mais du coup, saisissons-en nous, écrivons. Et Cédric pour l'Argentine, il y a Toulouse aussi. Donc voilà, merci Pauline. C'était ça de mon côté. Je vous remercie toutes et tous encore une fois au nom des collectifs et du collectif Trait d'Union. Et puis je vais repasser la main à Pauline, voilà, pour terminer. Non, je n'ai pas beaucoup plus à rajouter. J'espère qu'effectivement, ça donnera lieu à ce qu'on puisse rester en contact avec, voilà, pour faire ce lien-là et pouvoir continuer à échanger sur ces sujets-là. Donc, Marie a mis à plusieurs reprises toutes les coordonnées de nos deux collectifs. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec nous, à nous écrire et tout ça. Et après, on verra voilà, de quelle manière on peut poursuivre. Mais voilà, vous remercie en tout cas d'être connectés, de nous avoir suivis. Et puis à une prochaine rencontre, j'espère. Et puis, faites campagne, parce qu'il faut qu'on gagne cette élection. Enfin, ça, je parle pour l'Amérique latine. Hein. Et ça, c'est important qu'on se mobilise et qu'on arrive à avoir un député ou une députée. Je ne sais pas s'il va rester tout son mandat, mais ça serait bien qu'il y ait un député quand même un peu plus progressiste que celle qu'on a en ce moment. Enfin, qu'on avait. Parce qu'on a réussi pour ceux qui ne savent pas, mais on a réussi à annuler les élections législatives et là, on a une nouvelle chance pour élire un nouveau programme, donc, on vous attend sur les réseaux sociaux et puis au Brésil et après en Amérique latine. Suivez donc aussi notre collectif Tous Unis, hein, et c'est moi qui m'en occupe, et puis il y a aussi les réseaux sociaux de Christian. Voilà, et à bientôt, j'espère, dans les urnes. Voilà, merci Julie et merci à tous, toutes, tous d'être passés ici cet après-midi. Voilà. Au revoir, des bisous à toutes. Au revoir.